Commence. Ok, bonjour à tous. Merci d'être là. On a commencé il y a 3 semaines en buvant une bière et on s'attendait pas à avoir 40 personnes pour ce premier Meetup Rust, donc c'est vraiment super, on est très heureux de vous accueillir. Pour info, on prévoit d'en faire un tous les mois et demi, 2 mois, en tout cas on aimerait bien. Pour faire ça, on a besoin de speakers, donc si on a parmi vous qui ont des trucs à raconter sur Rust, que vous soyez débutant ou détolné, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, on vous accueille les bras ouverts. On voudrait dire un grand merci à Visory qui nous accueille chaleureusement et qui nous paye les bières et les chips et les petits fours. Donc merci à eux. Je vais passer la main à Jérémy qui va vous présenter les speakers et j'espère que ça va vous plaire. Merci à tous. Bon, alors comment ça se met ce truc-là ? On va faire comme si c'était bon. Hop. Les speakers, je ne sais pas si vous les connaissez déjà. À côté de moi, il y a Benjamin Kounen, dont vous avez... Kounen, t'as vu, d'habitude je dis Konen ou Koenen, et là pour le coup ça passe. Benjamin Kounen qui a bossé dans vraiment pas mal de choses, qui a utilisé beaucoup de langages différents. Il a fait pas mal de Go, mais on n'en parlera pas ce soir. Et il a fait aussi beaucoup de Rust. Il en a fait notamment chez Zenly. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent, qui est un réseau social. Ça a été racheté par le groupe Snap il y a quelques années. C'est un réseau social basé sur la géoloc, où il a fait un peu de Rust. Il en a fait également chez Cosmian, qui fait, c'est de la crypto, hein, si je dis pas de bêtises. De la vraie crypto, celle où on chiffre des trucs. Et il est chez Apollo GraphQL depuis quoi, le début d'année à peu près ? Depuis bientôt 1 an. Voilà. Avec une équipe d'incapables. Alors, voilà. Ok. Il y a des private jokes et il y a des tacles. La raison pour laquelle il parle d'équipe d'incapables, c'est que je fais partie de son équipe. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Et il va nous faire une présentation sur SQLX. Est-ce que vous connaissez SQLX ? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà entendu parler de... Ah, il y a quand même un petit peu de monde. Qui l'a déjà utilisé en vrai ? Ok, cool. Ok. Il y a des gens qui ont un petit peu touché, donc on va pouvoir faire un peu plus deep dive sur SQLX. Et le deuxième speaker de ce soir, qui est là-bas au fond, s'appelle François. François va nous parler de la stack qu'il utilise chez IMI. IMI, c'est une entreprise qui a la particularité de travailler notamment sur des valves industrielles et de travailler sur des systèmes un petit peu embarqués sur lesquels il va falloir rajouter de l'intelligence, on va dire, d'une manière générale. L'enjeu dans les systèmes embarqués, c'est qu'on n'a pas énormément de ressources, donc il va nous falloir un langage qui est compatible avec ça. Et il va pouvoir nous parler de ce qu'ils peuvent faire et de la stack qu'ils utilisent pour exposer des services en Rust. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Ensuite, on est sur des formats de talk qui sont relativement courts. Ça va nous laisser beaucoup de temps pour discuter ensuite. Si vous avez la moindre question, envie de discuter de Rust ou d'autres choses, n'hésitez pas à nous voir, à venir nous parler. Et t'en parlais tout à l'heure. Le but du jeu, c'est que ce soit le premier talk, enfin le premier meet-up d'une longue série, on l'espère. Pour ce faire, il va nous falloir des speakers, bien sûr, des idées de talk ou des idées de projet. Si vous avez des idées de projet ou que vous voulez parler d'une chose, n'hésitez pas, on est là. Il y a des gens qui font du Rust depuis quelques années, qui sont là pour vous aider, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, pareil, si votre entreprise veut faire du Rust ou commence à s'y intéresser, souhaite qu'on intervienne, souhaite héberger un meet-up ou ce genre de choses, on est là pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. C'est bon ? Et que tu me montres comment ça marche OBS. Aïe, aïe, aïe. T'es prêt ? Attends. Comment ça marche ce machin-là ? Voilà. T'es bon ? C'est bon. On va faire un petit start recording. Attends, je vais me débrouiller après. C'est bon ? Ouais. Alors. Oh, c'est pas la mienne. On va faire la mienne. On va faire la mienne, c'est la mienne. Mais du coup, Jérémy vous a un peu spoilé. On va parler de SQLX, de SQL, si vous voulez faire des requêtes SQL en Rust. C'est d'ailleurs Jérémy qui a trouvé ce magnifique nom de conf pour faire du SQL sans avoir peur. Jérémy, il a juste omis un petit détail, c'est que je suis belge. Je vis à Paris. Aujourd'hui, on n'a que des speakers belges d'ailleurs. Quel plaisir.
J'aime bien faire cette intro, mais elle a encore plus de sens aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent pas la Belgique, c'est le pays qui a autant d'étoiles sur le maillot que je n'ai de cheveux. D'ailleurs, on voit pas bien, il fait noir, mais apparemment, il fait aussi noir au Qatar, pardon, vu le niveau de l'équipe de Belgique. Petite auto-promo avec Jérémy, du coup, mais pas que. On est une petite équipe qui fait du Rust chez Apollo et on a développé ce qu'on appelle Apollo Router. On a sorti la V1 début septembre. Et en clair, c'est si vous faites du GraphQL et que vous avez plein d'API GraphQL et que vous voulez utiliser que un graphe fédéré, ce qu'on appelle, donc ça merge tous vos sous-API GraphQL en un seul graphe, je vous conseille d'utiliser Apollo Router, qui est un genre de proxy qui va en fait après driver les bonnes requêtes GraphQL vers les bons subgraphes, ce qu'on appelle, donc vers les bons serveurs GraphQL derrière qui vont bien. Normalement, c'est zéro cost et en plus, vous avez des features qui sont en plus avec. Je vous laisse vous y intéresser par vous-même. Autre auto-promo, si vous voulez découvrir du Rust, comme je touche des royalties, j'aime bien faire un peu de pub. J'ai un cours LinkedIn sur LinkedIn Learning. Si vous voulez découvrir les bases, commencer avec du Rust. C'est vraiment si vous voulez vraiment commencer. Si vous connaissez déjà, ça va pas être très avancé, mais ça vous apprend les bases, comment aborder le borrow checker et tout ça. On peut commencer. Ça, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Notamment de SQLX, de comment on l'utilise et juste un petit point sur l'implémentation du mode offline. Pour l'instant, ça vous dit rien, mais moi, par exemple, pour un projet perso, ça m'a donné des idées, donc je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Ça vous donnera peut-être aussi des idées sur des implémentations possibles. Alors, SQLX, on a fait tout à l'heure un sondage. Il y avait quand même certaines personnes qui l'utilisaient. En clair, pour moi, c'est vraiment la lib à utiliser si on veut faire des requêtes SQL en Rust. Pourquoi ? Parce qu'elle a des features vraiment assez intéressantes et l'expérience développeur quand on utilise vraiment SQLX, elle est vraiment incroyable selon moi. Bon, après, je viens de Go et je faisais beaucoup de SQL, de SQL avec du Go. Je sais pas si c'est comparable ou pas, mais en tout cas, l'expérience n'était pas folle comparée à celle que je peux avoir avec Rust et SQLX. Du coup, SQLX, il va permettre de faire d'exécuter des queries SQL. Ce qui est bien, c'est qu'il supporte plusieurs DB. Donc, de souvenirs, je pense qu'il fait MySQL, SQLite et bien sûr la meilleure DB PostgreSQL en toute objectivité. Il a le support de JSON SRD built-in, donc ça c'est plutôt cool. C'est développé en pur Rust pour PostgreSQL et MySQL. Pour SQLite, je pense qu'il utilise du FFI en C, je pense. C'est A5 compliant, j'aime bien le dire parce qu'il y a un concurrent qui ne l'était pas jusqu'à peu. On va en parler après de ça. Et c'est runtime agnostic, donc on se galère pas trop à se dire ah ça fonctionne qu'avec Tokyo. Ça fonctionne aussi avec SyncSTD et peut-être d'autres, j'ai pas creusé. Je sais pas si avec Bastion par exemple ça fonctionne. C'est pour que les choses soient claires, c'est pas un ORM, donc on va pas pouvoir avoir notre structure .find, .find one, enfin tout ça, c'est vraiment on écrit du SQL. Et selon moi, c'est la meilleure façon de faire de requêter de la donnée, mais bon après ça encore, c'est un avis très personnel. Concernant ce qui existe aussi autre que SQLX, vous pouvez regarder du côté de Diesel. Justement, Diesel, je pense qu'il a le support de l'asynchrone depuis pas si longtemps que ça. C'était un des plus connus au début de Rust. Ce qui est chiant avec Diesel, c'est il a beaucoup l'usage de proc macro et tout ça, et du coup ça devient très lent, ça génère beaucoup de code. SQLX ça en génère aussi, mais c'est un petit peu plus rapide à la compilation. Je parle de la compilation, pas du runtime. Et après, Diesel, c'est un ORM, donc c'est pas, on peut l'utiliser comme un exécuteur de query SQL, mais du coup, il n'y a pas forcément besoin de tout intégrer la codebase de Diesel dans son code. On a CORM, que je ne connais pas, que j'ai découvert en cherchant les concurrents de SQLX, et j'ai découvert aussi ORMX. Si vous voulez vous faire du mal et utiliser
un ORM, c'est un wrapper autour de SQLX. Je pense pas que ce soit production ready par contre, mais c'est quand même assez intéressant de voir que c'est faisable. SQLX, il vient avec notamment une CLI, Diesel aussi par exemple. J'aime bien avoir ce genre d'outil directement lié avec la librairie que j'utilise pour requêter mon SQL. En clair, SQLX CLI, ça va nous permettre de créer des migrations en SQL, de les runner, de les revert. Là, par exemple, on voit que il est capable aussi de créer un build.rs qui va trigger des recompilations quand on ajoute des migrations, par exemple, et on peut très bien ajouter des petits trucs custom dans ce build.rs. On va voir pourquoi en fait on a besoin de ce retrigger de compilation. C'est ce qui fait aussi toute la force de SQLX. En clair, là, c'est les seuls slides que vous verrez. Là maintenant on va faire plus en mode, on va aller dans le code et voir ce qui se passe. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'au fond c'est assez grand ou pas? Ouais. Ok, nickel. Du coup, pour les exemples que je vais montrer, j'ai créé une migration grâce à là par contre vous n'allez pas voir grand chose je pense. Je vais essayer de agrandir ici. Comment on agrandit ce truc là? On sait pas faire. Je vais zoomer. Hop. Waouh. Est-ce que vous voyez mieux là ou pas? Ouais, non, pas ouf. Je vais zoomer juste 2 secondes et après je dézoomerai. C'est bon là? Ouais. Nickel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un SQLX migrate add qui va lui ajouter, là j'ai mis first, mais on peut ajouter, je sais pas moi, le support de store, des magasins par exemple. Et oui, le petit trick qui est chiant, c'est que built-in avec SQLX CLI, quand on crée une migration, il rend pas des migrations révertibles. Ça veut dire qu'il va juste faire des migrations pour monter de version, mais si à un moment on veut revert une migration, il le supporte pas par défaut et du coup, si on utilise la CLI, il faut ajouter le -r qui va créer des migrations avec un point up et un point down pour dire quand je veux run cette migration, j'ai un moyen de la rollback si jamais un truc se passe mal. Donc là, ça me crée un fichier SQL avec les migrations que j'ai à écrire dedans. Là, je vais le supprimer et je vais vous montrer celle que j'ai créée. Moi, j'utilise là pour l'exemple une DB Postgre qui est sur un Docker et que j'ai run avec SQLX migrate run. Je vais juste dézoomer maintenant parce que je vais plus utiliser... Ah non, pas ça. Je vais plus utiliser la CLI pour l'instant. Est-ce que c'est toujours bon pour vous là? Ouais. Ok. Du coup, là, on est dans mon down, donc on va le montrer après. Là, ce que j'ai fait, en clair, ça c'est du PSQL. C'est juste une petite fonction en PostgreSQL pour me créer un index. Et j'en ai une autre pour créer une foreign key, on s'en fout. Considérez juste que ça crée une foreign key et un index. J'ai créé une table qui s'appelle beer avec un UID, version V4. On a un name dedans, on a un pourcentage, le pourcentage d'alcool. On a extra, donc c'est du JSONB, donc on met tout ce qu'on veut dedans en Postgre. On a un brewery UID et un created at qui est juste... ça n'a rien à voir avec la bière, c'est juste une entrée dans la DB quand est-ce qu'elle a été créée, pas la bière en elle-même. Du coup, cette UID fait référence à une autre, à la table brewery et on voit l'UID, le name, le pays. Donc rien de très exotique. Et du coup, on a le côté down qui nous permet de rollback cette migration si jamais on a besoin. En fait, j'ai menti parce que je vais quand même montrer un peu de comment on fait pour zoomer ici. Est-ce que ça marche? Ah, magnifique, merci. Est-ce que tout le monde voit là ou pas? Ouais. Normalement, je dois avoir un PSQL qui est ouvert quelque part. Non. Ah non, mais j'aurais pas besoin de faire ça, je pense. Hop. Eh bien non.
Je ne sais plus ce que j'ai fait. En fait, là, l'idée, c'est que je veux vous montrer... voilà, c'est ça. C'est ça? C'est test? Je ne sais pas. Non, pas ça. Celle-là, peut-être. C'est très bizarre. Ok, c'est pas grave. En clair, je voulais vous montrer que il y a une table migration il crée une table migration avec toutes les migrations qu'il a runnées. C'est comme ça qu'il est capable d'avoir un state et de rollback et de créer cette migration. Bref, ça c'était pour le côté database. Et ensuite, dans le code Rust, à quoi ça ressemble? On a des proc macros qui nous permettent de derive certaines structs. C'est un peu comme CRD avec serialize, deserialize. En clair, from row, ça permet de dire si quand tu fais un select que tu as une row, je peux directement le transformer dans la bonne struct si tu as les bons champs avec les bons noms et les bons types. Je peux direct la transformer. On a SQLX type qui, ça, va servir à dire si je fais une jointure, on va le voir à la fin, si je fais une jointure et que j'ai un donc par exemple, dans le cas de beer, j'ai un sous-objet brewery, une sous-struct qui permet en fait de faire référence à une autre table. Et donc je dois lui dire, par exemple ici pour brewery, il est où brewery? Il est là. Je vais dire c'est un type, donc ça peut être un sous-type d'un type global dans ta DB. Donc en fait ça peut venir d'une autre table. C'est pour ça que j'ai mis cette proc macro type. Sinon, ici, j'ai du JSON. C'est ça qui fait le support. Ce truc-là, c'est un type wrapper qui vient de SQLX qui indique ce champ-là. C'est du JSONB, on l'a vu tout à l'heure, ça s'appelait extra. Qu'est-ce que j'ai mis dans ce champ? J'ai juste mis un lot pour dire une référence vers le lot de la bière. Et il y a aussi le support de chrono avec les dates. Soit il supporte chrono, soit il supporte standard time. Tout passe par des features, ça aussi qui est bien. On n'est pas obligé de compiler toute la lib, toute la crate avec toutes les features. On peut les séparer et dire exactement ce dont on a besoin. Par exemple, moi là j'ai besoin de Postgre, j'ai besoin du UID, de chrono et de offline, parce qu'on va utiliser le mode offline après. Et aussi, j'ai besoin du runtime Tokyo. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'accélérer la compilation. En clair, mon appli, c'est juste un main qui va créer des brasseries et des bières, qui va d'abord me clean la DB, mais ça on s'en fout. Il me crée les brasseries et les bières, et après je vais juste lui dire tu vas me chercher les brasseries par pays, et tu vas me chercher cette bière spécifique. Si on utilise la façon habituelle dans tous les langages, en tout cas par exemple en Go c'était comme ça et dans beaucoup de langages c'est comme ça. On écrit notre SQL, on va introduire une petite faute ici. On écrit notre SQL et ensuite on se dit ok ça marche, je vais le lancer ou alors je vais le tester et on oublie un cas de test qui va pas tester cette query en particulier. Et qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que ça va... Ah ouais merde, j'aurais dû faire un zoom aussi. Le problème c'est que ça va crasher à la compilation. En clair là, qu'est-ce qu'il me dit? Je vais le mettre ici, on verra mieux. Hop. Il me dit error, syntaxe error at from, parce que forcément j'ai fait une erreur de syntaxe. Ce qui est plutôt chiant parce qu'on a l'info au runtime et pas à la compilation. Et moi, c'est toujours ce que j'ai connu avant SQLX, c'est genre j'écris des requêtes et je prie pour qu'elles fonctionnent, ou alors je les teste dans PSQL. Et ça m'emmerde parce que quand j'ai plein de paramètres à ajouter, là, je dois les rajouter à la main et en mettre moi-même, et ça m'emmerde. Et du coup, ça c'est la version assez classique où on bind, on a des rows, et en fait après on va faire un truc très barbant qui va récupérer pour la row, qu'on a récupéré chaque champ, donc UID, name, country, et on recrée l'objet, et c'est très chiant. Et personne n'a envie de faire ça, et pourtant on le fait souvent. Et ce que SQLX nous permet de faire, c'est que au lieu d'utiliser celle-là, on va utiliser celle-ci par exemple, cette fonction. Donc ici, dans celle-ci, on a utilisé un query en mode fonction, sqlx.query, enfin 2.2.query.
Ce qui nous permet de faire, c'est qu'il a des macros. Donc ici, on voit que c'est une macro grâce au point d'exclamation. Notamment query as qui demande en fait en premier vers quel objet on va transformer ce qu'on reçoit de la row. Et après, on écrit notre requête SQL avec les paramètres à interpoler dans la requête SQL. Ce qui est pratique là, du coup, c'est que comme c'est une macro, au temps de compilation, on peut directement exécuter des choses et donc vérifier que la requête fonctionne toujours, enfin que la syntaxe est correcte et que la requête fonctionne. Donc là, si j'écris la même erreur que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a? On a directement une erreur dans l'IDE, dans l'éditeur de code, qui nous dit là, on a une erreur à from. Donc ça, c'est plutôt pratique parce qu'on n'a pas dû lancer le soft et on sait que compiler en Rust, ça peut prendre du temps parfois. Et donc, on a eu un feedback direct. Ça veut dire que quand on a écrit, on a pu savoir direct ce qu'il n'y a pas. Pareil, si par exemple, j'essaye de select un autre truc, ça fait longtemps que j'ai plus fait de SQL, mais coucou. Là, je rajoute un champ en plus qui me dit, bah, tu vois, coucou, dans mon type brasserie là, il n'existe pas. Donc en fait, tu essayes de mettre une donnée, je ne sais pas où la mettre et elle ne correspond pas du tout au type dans lequel tu veux le mettre. Donc ça, c'est pas mal. Donc en plus des erreurs de syntaxe, il est capable de nous dire le type dans lequel tu veux faire intégrer ta donnée dans ta struct. Ça ne marche pas parce que en fait, c'est pas le bon type. Il est capable aussi de nous le faire pour les paramètres qu'on lui donne. Si ici je lui donne un nombre au lieu d'une string, il va dire en fait tu fais de la merde. Donc c'est plutôt bien. J'avais fait tout un storytelling, il faut que je vérifie que je sois dedans. Ok. Ok. Du coup, ça c'est plutôt pas mal. Ce qui est aussi assez chiant dans les lib SQL, c'est le support de JSON avec JSONB. Généralement, on doit sérialiser, désérialiser nous-mêmes. C'est assez chiant. Là, avec SQLX, on peut le faire nous-mêmes. Enfin, ça se fait automatiquement. En clair, ici, je vais créer... non, c'est pas dans celle-ci. C'est ici ou pas? Non, c'est pas dans celle-ci. Je vais créer mes bières. Ce qu'il faut regarder, c'est que ici, par exemple, je peux lui dire, tu prends extra. Extra, en fait, c'est le champ JSONB qu'il y a dans ma bière. Donc, je mets ce que je veux dedans. Et juste le support de JSONB avec SQLX, bon, ça peut sembler bizarre, mais il faut juste le wrapper dans le type JSON que SQLX fournit. On met notre type concret et on fait juste ça pour qu'il infère le type derrière. Et du coup, ça permet de faire du JSONB directement sans devoir auparavant commencer à sérialiser nous-mêmes et donc manipuler une string et donc lui donner une string ici. Ce qui est assez chiant ici, en fait, on wrap juste le type dans cet objet JSON et c'est fait automatiquement. Au début, ça peut sembler bizarre comme syntaxe, mais au final, c'est quand même beaucoup plus agréable que d'utiliser du serialize tout le temps à la main et de mettre tout ça en string. Ce qui est bien aussi, c'est que, pareil, même en insert, si on fait un returning, on peut quand même faire du query as et donc mettre la bonne version, donc mettre les retours, des retours des champs ici directement dans un objet. BeerDB ici, donc c'est un type. Si on regarde, en fait, ici, j'ai un type qui s'appelle beer et BeerDB. La seule différence, c'est que pour les métadatas, beer, il a vraiment sa vraie struct finale, tandis que ici, on a c'est wrappé dans un type JSON. Ça, c'est le seul truc que je trouve assez chiant avec SQLX. Peut-être qu'il y a un trick. Ce qui est chiant aussi avec SQLX, c'est que ce genre de petits tricks qui peuvent vous faciliter la vie, c'est pas toujours bien documenté. C'est pour ça que là, l'idée de vous montrer, c'est quand même assez utile. Et du coup, ce que je faisais tout le temps sur ce projet où j'utilisais SQLX, c'est que j'avais toujours des implémentations from qui allaient en fait me convertir le truc en DB vers la bonne struct, et en fait ça va juste faire un point 0 parce qu'on accède à l'intérieur de ce JSON, c'est tout. C'est assez chiant, mais j'ai pas trouvé pour l'instant de meilleure façon de le faire. Autre chose qui peut être très chiant avec un query de SQL, c'est récupérer un JSON. On reste toujours sur le JSON. Donc là, si je devrais avoir un get beer db. Là, ce qu'il fait en fait, c'est qu'on va utiliser une notation
dans notre requête SQL pour que SQLX puisse comprendre que c'est un JSON et qu'il va devoir le désérialiser vers le bon type qui va bien. Et pour faire ça, en fait, on a cette notation-là. Donc, on écrit notre requête comme toutes les autres, sauf pour ce champ-là où, en fait, on lui indique un genre avec as, un alias, où on lui dit extra, c'est ce type JSON beer metadata. Donc, on lui dit le type exact en JSON de ce qu'il est censé recevoir. En fait, ça permet juste à SQLX derrière d'analyser la requête et de savoir vers quel struct il est censé désérialiser. Donc ça, c'est beaucoup plus simple aussi parce que sinon, en temps normal, on reçoit une string et on la reconvertit après dans le bon type. Et c'est assez chiant. Là, c'est fait automatiquement. Toujours pareil, si par exemple, je fais une faute ici, normalement, il va me dire, en fait, je connais pas ce type. Par contre, j'ai un type beer metadata qui existe. Je te conseille de l'utiliser. Très bon conseil du compilateur Rust. Et donc ça, c'est plutôt cool aussi comme feature. Ça permet de faciliter la vie et d'avoir un feedback beaucoup plus rapide en dev. Autre truc de SQLX qui est plutôt sympa. Oui. Faire des joins dans une requête SQL. Généralement, on se dit que ces trucs sympas, ils vont pas être supportés quand on fait un join, sauf que ça l'est. En clair, la syntaxe est un petit peu spéciale, mais ça fonctionne. Une fois qu'on connaît la syntaxe, après, c'est un automatisme. Ça nous permet d'écrire beaucoup de lignes en moins et de tout faire en une seule requête. Ici, j'ai un getBeer qui me chope une bière par rapport à son nom. Donc, je fais un select, je chope toutes les infos de la bière ici. Donc, toujours le JSON ici. Et ensuite, pour avoir ce join ici sur la brasserie, j'utilise ce petit trick là qui dit en fait, pareil, il utilise toujours ses as, ses rename, enfin ses alias dans SQL, qui permet de dire ok, ça fait partie d'un sous-type qui s'appelle brewery et c'est le type de ce beer.brewery, c'est de type brewery, ce qui permet de, si on a les bons champs, par contre si par exemple j'ajoute, pareil comme tout à l'heure, un autre champ qui ne fait pas partie de la brasserie, il est censé me dire une erreur et il me la dit pas, mais je ne sais pas pourquoi. Non, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de ça. Peut-être que ouais, voilà, bien vu. Du coup, ouais, mais non, parce que je peux pas faire de as. Du coup, il est pas content. Je pense que là, il vérifie pas trop apparemment. Je viens de l'apprendre. Mais en clair, ça permet quand même de voir que ça, directement, quand il va récupérer la donnée, il va le mettre dans le bon objet. Donc ici, ma struct, si on regarde, j'ai toujours ce beer.db parce qu'en fait, j'ai ce JSON là qui est chiant et je suis sûr qu'il y a moyen de trouver une solution. Peut-être moi qui loupe un truc. Et par contre, j'ai au lieu d'avoir un brewery UID, qui est ce qui se trouve en DB. Avec mon join, je suis capable de récupérer directement la brasserie et d'avoir toutes les infos à l'intérieur. Et c'est grâce à ce trick de syntaxe qu'on peut avoir directement... Est-ce que je suis dans mon truc? Non. Qu'on peut avoir directement les infos de la brasserie qui se mettent directement au bon endroit dans la structure. Sinon, en fait, on aurait été obligé de... Soit on fait un join comme ça à la main et on commence à utiliser ce qu'on avait vu ici avec les rows là et qui est pas ouf à utiliser. Donc commencer à aller chercher les champs au bon endroit. Ils ont aussi une notion de record. Donc par exemple, si on fait un query juste sans le as, ce qu'il va nous renvoyer, c'est qu'il va créer une structure temporaire avec les bons noms de champs dans la structure. Donc par exemple, je peux peut-être essayer de montrer une démo. Si je fais celle-ci, si je fais sans le as par exemple, j'ai découvert ça l'autre jour et c'était plutôt sympa. Je retire le as, je retire ça, je fais pareil ici. Il va me faire chier parce que... Non, c'est bon. Tu dois utiliser la macro. Ouais, c'est ça. Et j'ai
Donc ici, normalement, ouais, il m'infère que c'est un record. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je retrouve quoi? Je retrouve record point. Et ici, on voit qu'il m'a créé une struct un peu temporaire avec tous les champs que j'ai requêtés dans ma donnée, dans ma requête. Et je peux les retrouver directement comme ça, au lieu de faire un get, ce champ en string. Il me les met dans les bons types et tout ça. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça, c'était... J'ai tout pété. Ça, c'était une découverte que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça et qui était plutôt sympa. Encore une fois, pour améliorer l'expérience développeur, et je trouve ça vachement cool. Ah oui. Ce qui est pas mal aussi, mais en clair, quand on a des migrations, imaginons j'ai des migrations, là j'en ajoute une, je veux proder. Ce que j'ai fait pas mal sur des projets précédents, c'est que je devais d'abord exécuter les migrations sur ma DB et ensuite déployer mon appli qui contient ces bonnes migrations. Ce qui est assez chiant parce qu'il faut toujours penser ou alors bien s'intercaler à faire la migration juste avant de déployer l'application. Alors que en fait ici avec SQLX, ils fournissent aussi une macro qui va en fait prendre toutes les migrations là, il va les copier coller en RAW, donc il va faire du include str dans notre code base et qui va être capable de les exécuter au run du binaire. Donc c'est bien, on n'a même plus besoin de s'en occuper. Dès qu'on run l'application, il va lancer les migrations et donc en fait on est sûr d'avoir la bonne version de notre DB à chaque moment. On se dit pas à chaque fois est-ce que j'ai bien lancé les migrations, est-ce qu'elles ont bien été lancées avant de déployer en prod dans notre CI. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un truc qui, dans un environnement de prod, c'est plutôt agréable. Ah oui. Ce qui est chiant du coup, autre truc chiant au début, quand on connaît pas trop, c'est que maintenant si je vais, je vais couper ma DB. Donc c'est quoi mon CPG test? Donc là j'ai coupé ma DB. Si je fais un changement, ou si je save. Qu'est-ce qui se passe? Là, en fait, il va me mettre que des erreurs sur toutes mes requêtes parce qu'en fait, il n'est pas capable d'aller voir le schéma de la DB et voir en fait si c'est bon. À chaque fois qu'on fait save ou qu'on modifie une requête, il va faire une requête sur la DB pour vérifier en fait si le schéma est bon et si en fait on fait pas de la merde. C'est pour ça qu'en fait, quand on travaille et qu'on n'a pas de DB en local, c'est un peu chiant. Et là, vous allez me dire, mais en fait, c'est ultra chiant si on veut exécuter des tests dans la CI, on doit, même juste pour compiler, même pas pour exécuter des tests, juste pour compiler, on doit avoir une DB, ce qui est assez chiant. Je suis d'accord, c'est très chiant. Mais pour ça, ils ont fait un mode qui s'appelle le mode offline. Donc je vais aller dans Rust, hop, démo. Donc, est-ce que tout le monde voit là, c'est bon? Ouais. Si je fais un cargo check, il va pas vouloir me le faire parce que du coup, ma DB est pas dispo, donc il va me dire plein d'erreurs. Par contre, si je fais un cargo SQLX prépare, ça fait partie de SQLX CI. C'est bizarre, ça reste bloqué. Ah ouais, putain, mais oui. Hop. Ouais. Est-ce que si je fais ça, il va me le remettre avec le bon truc? Ouais. Du coup, hop. Là, il va builder. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder exactement le schéma de ma DB et il va regarder aussi toutes les queries que j'ai écrites dans mes macros et il va en créer un SQLX data.json. Donc en fait, il crée c'est des hashes de ma query. Donc à chaque fois que je vais modifier ma query, ça sera un autre hash. Et il va dire ok toutes les infos qu'il a pu récupérer du schéma de ma DB et il les enregistre là-dedans. Ce qui va nous permettre ensuite sur la CI d'activer ce qu'ils appellent le mode offline de SQLX qui nous dit en fait quand on fait un cargo check, il va pas checker la DB, la connexion de la DB, il va directement checker ce fichier-là. Ce qui est assez intéressant pour une DB. Du coup là en fait si je mets en variable d'environnement donc je vais quand même mettre je sais pas si non ça sert à rien de vous montrer mais en clair si je mets en variable d'environnement SQLX_offline à true et que je fais un cargo check et que j'ai pas ma DB qui est lancée, en clair ça va fonctionner parce qu'il va regarder ce JSON. Si je commence à modifier une query dans mon code et que je refais
un cargo check avec ce SQLX offline, il va me dire qu'il y a une erreur parce qu'en fait, le hash de ma query a changé et donc ça correspond plus au fichier. Et donc, il est incapable de vérifier si en fait ma requête SQL est correcte ou pas. Ça, c'est sympa. Et je voulais un peu creuser dans comment c'est implémenté en fait ce truc de SQLX offline. Parce que je me suis dit, en fait, c'est trop bien parce que ça peut fonctionner pour plein de trucs courants. Et moi, j'ai fait un projet à base de ça. Et en fait, je me suis dit, comment il arrive à créer, à générer ce fichier-là sous le capot. Et en fait, si on regarde, là, je vais essayer de save. Je suis obligé de rebuild normalement. Hop, voilà. Ce qui est bien et ce qui est aussi un peu chiant parfois, c'est que à chaque fois qu'on save, qu'on modifie une query ou qu'il recompile, on voit qu'ici, il a créé dans Target un dossier SQLX. Est-ce que vous voyez ou pas? Je vais, hop. Avec, pareil, à chaque fois, query et le hash de la query. Le problème avec ça aussi, c'est que si, par exemple, je modifie juste un truc sur la query, il n'est pas capable d'effacer les trucs et il va parfois dupliquer, enfin il ajoute à chaque fois, il va pas supprimer les anciennes queries. Donc si on fait beaucoup de fois save et qu'on modifie beaucoup de fois une query, on va avoir de plus en plus de fichiers qui vont exister là. C'est un peu crado. Et en clair, ce qu'il fait, c'est que il fait des fichiers qui sont nommés avec le hash .json. Donc ça, c'est une requête. Ça, c'est une requête. Et quand je démarre Cargo SQLX Prepare, il va chercher dans ce répertoire tous les fichiers, il va les concaténer et les mettre dans un seul fichier et l'output là-dedans. C'est comme ça que moi, pour un projet, j'arrive à générer aussi des bindings automatiquement. Grâce à ça, à chaque fois que j'utilise une proc macro sur une struct, ça me génère un petit fichier avec le bon DSL qui va bien. Et après, je prends tout quand je fais un Cargo Widgen Prepare. Je prends tout et ça me met tout dans un fichier. Et je trouve ce pattern assez intéressant parce qu'il y a plein de use cases avec ça. Par contre, une fois qu'on fait un cargo SQLX prépare, ce qui est bien, c'est que c'est à ce moment-là où en fait, vu qu'il concatène, il va tout me cleaner et il vire tous les queries. On va pas partir, on va pas vivre sans fin avec tous ces JSON en fait. Sinon, ça peut bouffer beaucoup de disques. Et du coup, grâce à ça, il fait un clean de toute la data. Je pense que j'en avais fini avec mes petites étapes que je veux montrer. Je ne sais pas si j'ai dépassé ou pas, j'ai pas mesuré. En tout cas, j'espère que ça vous a donné envie de refaire du SQL et pas d'utiliser des ORAN. Déjà. Parce que le SQL c'est bien et il fait bien son taf et ça permet d'avoir en fait directement un feedback. Et peut-être que ça vous donnera envie sur une appli qui veut faire des requêtes SQL de faire du Rust plutôt que du Go par exemple. Et ça vous permettra peut-être d'avoir des arguments à votre équipe pour dire regarde on va le faire en Rust parce que directement à la compilation ça vous dit que ça merde ou pas. Donc voilà, merci beaucoup et si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps pour des questions mais en tout cas je reste là, je ne m'en vais pas. Ça sera avec plaisir, vas-y. Moi je voulais juste savoir pour les records que je connaissais pas. Ouais. Est-ce que SQLX, quand il génère la struct, il va la namespacer pour pas qu'il y ait de conflit sur les deux requêtes avec le... Je me suis posé la même question, j'ai pas testé, mais on peut tester en live si tu veux. Oui, la question en clair, c'est avec le listeur de record, donc la structure un peu temporaire qui est créée, qui nous permet d'accéder à des sous-champs directement typés dans le record. Est-ce que c'est bien namespacé pour pas, si dans la même fonction on utilise deux fois cette technique, est-ce que c'est bien namespacé pour pas avoir de duplication dans la création de struct? Je dirais que oui, j'espère qu'ils ont été malins. Mais je l'ai pas testé. Donc si tu veux, je teste après si Ouais, ça marche. tu veux et je répondrai à cette question. S'il n'y a pas d'autres questions, je teste maintenant. Il y a une autre question. Les requêtes SQL, elles sont forcément dans le code? Tu peux pas Non, il y a un truc qui s'appelle... Alors, SQL... Ah oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai que ça fait bizarre aussi. Alors, la question, c'était, est-ce que les queries, on est obligé de les garder dans le code ou on peut les écrire dans des fichiers SQL? Ce que j'encourage, parce que du coup, après, ça permet de façon plus facile pour les tester vraiment juste des requêtes SQL. Et la réponse est, tu peux faire directement avec query file et query file as.
Au lieu de donner ta query, tu donnes le fichier et il va aller te le mettre au bon endroit. Et une question complémentaire que tu répéteras. Question complémentaire que je répéterai. Quand tu fais un query file, le fichier il est aussi validé par le Oui. compilateur. Quand je fais, j'ai répondu avant de poser la question. Quand je fais un query file, est-ce que la query est aussi vérifiée par le compilateur? La réponse est oui, parce qu'en fait, il utilise include.str. En fait, il va juste prendre un copier-coller de ton fichier et le mettre dans ton code. Ça peut être vu comme un truc dégueulasse, mais c'est quand même utile. Et il fait pas d'ouverture de fichier au runtime et tout, donc ça c'est pas mal. Là, c'est de la macro, donc c'est bon. Ouais, voilà. La macro, c'est un peu dégueulasse, mais ça sauve des vies quand même parfois. Ouais. D'autres questions? Ouais. Avec la jointure sur la brasserie, Ouais. Avec la jointure sur la brasserie. tu vois, quand tu prenais une bière avec la brasserie, Ouais. et tu mets directement dans un suite de brasserie, Oui. est-ce que ça marche? Donc tu mets le as avec le type qu'il faut. Oui. Et ça marche parce que il y a la macro SQLX type sur la brewerie ou pas? Ou bien juste la notation là-dessus? Je pense que. Alors la question. La question c'est est-ce que cette annotation-là ne fonctionne qu'avec la macro? Je pense que ça fonctionne sans la macro. En fait, ce que la macro va t'apporter, c'est juste la vérification de ta requête SQL au temps de compilation et pas au runtime. C'est juste ça. Sinon, en fait, c'est quand même, tu es quand même obligé de faire ces annotations. Même pour du JSON, tu es obligé de faire ces annotations juste avec les fonctions. C'est pas un... Donc je pense que je pense que on peut essayer, mais je pense que en mode fonction, ça devrait pas trop gueuler. Mais après, c'est une façon différente de le faire parce que je dois faire des binds et tout ça. Mais en tout cas, je pense que ça fonctionnera. Je pense. Je testerai après s'il n'y a pas. Je te dirai. Autre question? Moi j'ai une question. Pourquoi est-ce que tu préfères du coup faire les SQL comme ça plutôt que l'ORM? Alors la question c'est pourquoi faire des requêtes SQL plutôt que faire de l'ORM? Parce qu'en fait, en clair, SQL c'est fait pourquoi? Pour requêter de la donnée. Donc c'est un peu bête d'utiliser autre chose. Et aussi parce que en fait, sous le capot, généralement ce que font les ORM, c'est par exemple en fonction de ta struct ou en fonction des objets que tu as dedans, il va te créer des index dont tu n'as pas du tout besoin. Il connaît pas en fait ton business, ton ORM. Il sait pas que, je sais pas moi, ça sert à rien de foutre un index sur tel champ, sur le pourcentage, parce que tu vas jamais faire une query avec un where pourcentage égale 3 par exemple. Tu vois. Donc il y a ça qui est chiant. Et aussi, ça te permet déjà de te forcer à connaître le SQL et de du coup, si tu connais bien le SQL, tu vas vouloir aller un peu plus loin et savoir vraiment. En fait, il y a beaucoup de trucs qu'on fait nous en tant que développeurs, on l'écrit en code, genre je sais pas moi, des transformations ou genre par exemple un exemple tout bête. Ici, tu vois, j'insère et je lui mets en pourcentage de bière, le pourcentage d'alcool de bière, je lui mets une random. Généralement, ce que les devs font, c'est que ce random, ils vont le faire en dehors, écrit en code. Alors qu'en fait, on peut le faire en SQL. Sauf que si tu connais pas et que t'as pas fait l'effort d'apprendre un peu de SQL, eh ben, tu vas l'écrire en code. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais SQL le fait et il le fait sûrement mieux que dans ton code, peut-être, tu vois, parce que c'est directement built-in et tout ça. Et du coup, il y a beaucoup de trucs qui peuvent être déportés dans la DB et supportés dans la DB. Pas tout. J'ai pas dit que c'était une bonne chose de tout déporter dans la DB. Il y a plein de règles business qui peuvent aussi être mises dans la DB, qu'on met dans notre code, alors qu'en fait, on pourrait juste utiliser la DB. La DB, c'est pas juste du storage, quoi. C'est aussi, il y a une couche applicative au-dessus qui te permet de faire des trucs sympas. Et donc, je trouve ça bien d'utiliser du SQL plutôt que un ORM pour ça, parce qu'en fait, tu vois ce qui se passe sous le capot. Et ça te permet de fine-tuner le truc et de faire des trucs où tu vas pas te dire au bout d'un moment quand tu montes, tu scales, tu vas pas te dire mais putain pourquoi à chaque fois que j'insère un truc dans cette DB ça me prend une plombe? Bah parce que derrière ton ORM il t'a créé blindé d'index et donc l'insertion elle est ultra coûteuse alors que ces index là tu ne t'en sers jamais quoi. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais. Je sais plus si j'ai répété la question avant mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après c'est un avis très personnel, ça on peut en discuter longtemps et voilà. D'autres questions? Ouais. Est-ce que du coup, là, si je prends la requête input, c'est du SQL valide, même s'il y a le as, des points extra? Ouais. Alors la question c'est est-ce que cette requête-là est valide? Tout à fait, en fait c'est ça.
c'est juste un alias. Donc par exemple, si ça j'ai écrit dans PSQL, ce qu'il va m'envoyer, c'est que le nom de la colonne sera nommé comme ça. C'est tout. D'autres questions? Merci beaucoup. Magnifique. Je vais tester vos deux trucs et je reviendrai dans un- Merci beaucoup. Tu peux tester en laissant le corps. Hein? Tu peux tester en laissant